Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de rencontres mensuelles dédiées à Saint-Gobain et aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On salue aujourd'hui déjà tous ceux qui sont avec nous dans la salle et puis tous ceux qui sont derrière leur écran. Vous dire aussi que ce talk sera sous-titré en anglais et disponible pour Saint-Gobain Worldwide. Donc bienvenue à tous, où que vous soyez dans le monde. Une séance de questions-réponses est prévue en fin de conférence. À tous ceux qui nous suivent en live et puis aussi à vous qui êtes dans la salle, c'est très simple pour y participer. Vous avez un QR code qui s'affiche dans votre ordinateur, sur votre écran et puis derrière moi là sur les écrans. Vous le scannez et vous allez pouvoir poser toutes les questions qui sont les vôtres tout au long de la conférence. On va entrer dans le vif du sujet. La construction durable au cœur de l'héritage olympique, c'est tout à la fois un village des athlètes construit comme une ville de demain, des solutions innovantes et inédites telles que des cloisons démontables et réutilisables, des solutions de verrières qui mettent naturellement en lumière les espaces de vie tout en répondant à un défi, celui d'une construction plus durable. On en parle tout de suite avec Antoine Duswitch et Pierre-Nicolas Bronner. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va évoquer tous les sujets dont je viens de parler. Antoine, tout d'abord, vous êtes diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Vous avez œuvré au ministère de l'écologie, puis vous avez participé à la préfiguration de l'établissement public de Paris-Saclay. Depuis septembre 2019, vous êtes le directeur de la stratégie et de l'innovation de la Solideo. Ça en fait, je ne me trompe pas pour le moment, et je crois qu'il y en a d'autres. Rappelez-nous en deux mots, quel est le rôle de cette société de livraison des ouvrages olympiques et quelles sont vos responsabilités ? Donc, la Solideo, c'est l'établissement public qui a la responsabilité que l'ensemble des ouvrages, des bâtiments, des quartiers pérennes qui sont donc nécessaires pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 soient livrés et soient livrés dans les temps, dans les coûts et dans les ambitions environnementales, sociales que la Solideo s'est fixée et qui reprennent les grands engagements de la candidature de Paris 2024. Ce sont des ouvrages qui sont situés principalement en Île-de-France, hein. Alors oui, en Île-de-France, jusqu'à Vers-sur-Marne, autour du Bourget, de Duny, en passant par Élancourt où il y a donc le VTT, et puis beaucoup au nord de Paris et puis au sud de la Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, à Colombes, mais aussi à Marseille pour la voile. Et donc ce sont des aménagements d'ampleur, comme les villages, mais aussi des sites de compétition, des sites d'entraînement. Pour beaucoup, d'ailleurs, les sites d'entraînement, c'est de la rénovation. Et puis, donc au total, ça fait 70 ouvrages. On appelle ça des ouvrages, c'est notre truc, supervisés. Donc supervisé, ça veut dire que on vérifie de façon très régulière que ces projets sont dans les temps, respectent leur planning, respectent leurs coûts, respectent l'ensemble des éléments de programme qu'on a définis avec Paris 2024. Donc dans un stade de badminton, on doit pouvoir faire du badminton et donc le volant ne bouge pas, il n'y a aucun courant d'air, etc. Donc c'est en fait souvent en général très pointu. Et puis c'est assurer la réversibilité puisque ce sont des ouvrages qui vraiment ont deux vies. Une vie pour les Jeux olympiques et paralympiques et une deuxième vie après. Et donc, par exemple, le village des athlètes devient des logements, de toutes sortes de logements, du logement social, du logement intermédiaire, du logement pour l'acquisition, du logement étudiant, des foyers, des bureaux, du commerce. Voilà, et donc on a toujours le nez dans le guidon pour les Jeux Olympiques et puis pour la suite, enfin tourner vers la suite, puisque c'est vraiment ça le cœur de notre action. Oui, des ouvrages qui resteront en héritage après les Jeux Olympiques. L'un des objectifs de la Solideo, c'est de faire de ce village des athlètes un démonstrateur de la ville européenne de demain, une ville qui est donc plus durable, plus responsable. Expliquez-nous. Eh bien, concrètement, alors on avait dit, oui, c'est ça, la ville européenne de 2030. Et donc, c'est une ville où il fait bon vivre
et où il fait bon vivre en dépit du réchauffement climatique, donc qui est adaptée au changement climatique, qui est résiliente. C'est aussi une ville plus sobre, qui consomme moins d'eau, moins d'énergie, et puis surtout qui a nécessité moins de carbone pour être construite. Et puis c'est une ville avec de la mixité dans laquelle se mélangent les salariés, les habitants, les jeunes et les moins jeunes, les propriétaires, les locataires. C'est aussi une ville accessible à toutes et tous, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour répondre aux usages de tout le monde, quelle que soit leur situation, y compris de handicap. Voilà. Et vraiment, cette ambition de créer une ville mixte nous singularise beaucoup par rapport à nos prédécesseurs, y compris ceux qui avaient fait des choses merveilleuses comme Londres ou Tokyo, qui étaient en réalité, pour l'essentiel, des quartiers monofonctionnels, avec plus ou moins tout le temps le même immeuble, avec plus ou moins tout le temps la même destination. Et donc cette diversité est vraiment une nouveauté. Elle a des conséquences techniques très importantes qui sont la réversibilité, et pour laquelle il a fallu trouver des solutions inédites. Et de votre côté, Pierre-Nicolas, vous êtes directeur d'établissement pour Saint-Gobain Vitrage Bâtiment Strasbourg. Expliquez-nous peut-être en quelques mots ce que vous faites et comment est-ce que vous êtes impliqué dans les jeux. Oui. Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, c'est le réseau de transformation du verre bâtiment de Saint-Gobain en France. Notre métier, c'est de fabriquer et de vendre à nos clients du verre sur mesure à destination de bâtiments. On travaille en fait avec tout type d'entreprises, des façadiers, des menuisiers, des cloisonneurs, des vérandalistes, des entreprises qui ont besoin de verre sur mesure qu'elles vont elles-mêmes directement mettre en œuvre dans leurs ouvrages, qui vont être typiquement des façades, des murs rideaux, comme on l'a vu sur la vidéo, des menuiseries ou de l'aménagement intérieur, par exemple des cloisons. Notre raison d'être, c'est vous l'évoquiez tout à l'heure dans l'introduction, c'est de mettre en lumière naturellement l'espace de vie. Vraiment, on apporte la lumière, c'est l'objet numéro 1 d'une fenêtre, et c'est pour ça qu'on met du verre, c'est apporter la lumière naturelle dans les bâtiments. Par rapport aux Jeux Olympiques, on est très fiers d'avoir participé à une série d'ouvrages. En l'occurrence, pour le village olympique, on a fait 6 bâtiments, donc qui à destination de logements dans un premier temps, et puis après, vous l'avez dit, Antoine, aussi pour du logement à terme ou du tertiaire. Donc 6 bâtiments sur le village des athlètes. D'un point de vue sportif, complexe sportif, on a fait 3 piscines, 2 pour des centres d'entraînement, Taverny et puis Marville, notamment pour le water polo. Et puis on a aussi fourni les garde-corps pour la piscine qui est juste en face du Stade de France, donc des garde-corps en verre pour l'aménagement de cette piscine. Je crois que vous avez aussi fait les verrières pour le Grand Palais. Alors effectivement, dans le cadre de la rénovation du Grand Palais, Saint-Gobain Vitrage Bâtiment fournit une partie des verrières dans ce site fameux où je crois il y aura l'escrime, les sports d'épée qui auront lieu. Et il y a une réalisation emblématique. Je vous laisse la raconter. Donc au-delà de ces bâtiments plutôt typés sportifs ou de logement, on a réalisé aussi une œuvre d'art. Donc là, c'est sur le village des athlètes, sur ce qu'on appelle la tour numéro 1, donc la tour signal. C'est un peu une tour qui on va dire, éclaire l'ensemble du village des athlètes, la tour la plus haute, où en fait cette tour est coiffée d'une œuvre d'art. C'était une volonté de Vinci Immobilier que d'inscrire et de mettre des œuvres dans leurs ouvrages. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec une agence de créa et puis notre client, SPI aussi et Solideo, à la réalisation de ce produit-là, qui est vraiment un produit signature assez emblématique. C'est 300 mètres carrés de verre thermoformé, qui est hyper unique parce que chaque verre est différent de l'autre et qui va en fait permettre des jeux de lumière complètement incroyables. Et donc ça va être tout en haut de cette tour, sur le village des athlètes, dans une œuvre qui fait référence en fait aux anneaux de Coubertin quand il a conçu son concept de Jeux Olympiques. Donc on est vraiment très fiers d'avoir participé à cette œuvre-là. Vous avez de quoi. Et j'avais entendu parler de 12 000 mètres carrés de vitrage, parce que vous avez dit 300 mètres carrés, mais c'est quoi? Expliquez-nous juste ce... Au global, sur tous les chantiers que j'ai évoqués, les bâtiments, c'est 12 000 mètres carrés de vitrage. Et ça, c'est à peu près, alors si mes calculs sont bons, une dizaine de piscines olympiques en termes de surface. Donc c'est assez représentatif. Sur tous les ouvrages qui concernent les JO. Exactement, uniquement pour les JO, bien sûr. Ouais. D'accord. En quoi est-ce que ça fait écho à la construction durable, qui est le thème d'aujourd'hui, ce que vous avez fait?
Alors, on aborde la durabilité premièrement par l'axe des conforts, en fait. On est vraiment tourné sur comment est-ce que les occupants, les habitants des bâtiments vont pouvoir maximiser leur confort quand ils vont vivre dedans, que ce soit des collaborateurs pour des bureaux ou des particuliers à l'endroit où ils vont habiter. Le premier socle commun à toute la gamme de nos produits, c'est la lumière naturelle. C'est vraiment ce qui fait la raison d'être d'une fenêtre, d'un vitrage, c'est de laisser passer la lumière. Et je ne sais pas vous, mais le premier réflexe que j'ai quand je visite un bien, par exemple à louer, un appartement ou une maison, c'est qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que je me sens bien? Et on voit bien que la lumière est hyper influente sur l'ambiance des espaces de vie. Et ça, dans nos gammes de produits, c'est notre fil rouge. Notamment la gamme Éclase qu'on vient de lancer, où on a des produits qui sont 10 à 12% plus lumineux que ceux de nos concurrents. Et on n'en parle pas assez. Il y a des études vraiment qui appuient le propos sur des bâtiments scolaires ou dans le milieu hospitalier. Maximiser la lumière naturelle dans les bâtiments, ça permet d'apprendre plus vite ou ça permet de guérir, de se remettre sur pied plus vite. On regarde la lumière, mais on regarde aussi le prix. Alors oui, mais en fait, quand on voit le confort que peut apporter le vitrage, le prix, il devient un peu annexe, parce que ça, il y a la lumière naturelle, oui, mais après, on va venir plugger toute une mosaïque de confort, par exemple le confort d'hiver ou le confort d'été. Le confort d'hiver, vous voulez garder, notamment en ce moment, la chaleur dans votre bâtiment et vous voulez éviter de chauffer les oiseaux. On a des produits qui sont top pour ça. Ou à l'inverse, le confort d'été, c'est éviter ce phénomène très inconfortable quand le soleil chauffe sur une baie vitrée, on l'expérimente, d'échauffement en fait, à l'intérieur du bâtiment. Et là, on a des produits qui vont arriver à faire le tri entre la lumière et la chaleur du soleil pour éviter de devoir baisser ses rideaux 80% de la journée, parce que si on met de la fenêtre, c'est pour la lumière naturelle encore une fois, donc sinon on vivrait dans des bunkers et ça ne servira à rien de mettre des fenêtres. Et puis aussi pour limiter l'utilisation de climatisation. Donc grâce à cette bonne conception dès le début, en fait, on va éviter potentiellement des dépenses après et maximiser le confort des occupants dès le début, quoi. Donc confort d'été, confort d'hiver, la lumière et assez confort de base, on va dire. On va plugger du confort, par exemple de l'intimité, de la protection des personnes. Votre enfant, quand il joue au foot dans votre salon, vous n'avez peut-être pas envie qu'il passe en passant par la baie vitrée, il se coupe le bras. Voilà. Ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est que le verre, il a de multiples facettes, mais vraiment tourné vers le confort des occupants. Et donc, peut-être toutes les personnes qui sont ici, soyez exigeants vis-à-vis des entreprises que vous avez, si vous avez comme projet de faire des travaux chez vous. Rendez-vous compte de tout ce que le verre peut vous apporter et soyez exigeants vis-à-vis des entreprises, parce que ça peut vraiment faire la différence, c'est pas théorique, sur votre confort une fois que vous serez dans votre bâtiment ou dans votre logement une fois les travaux faits. Antoine, quels sont les grands enjeux de transformation environnementaux de la construction qui ont été considérés comme indispensables pour réaliser les ouvrages olympiques tout en étant alignés sur les accords de Paris? Alors, les accords de Paris, d'abord, c'est le carbone. On doit construire des villes avec moins de carbone. On considère que pour passer de 2015 à 2050 et la neutralité carbone, il faut au moins diviser par 4 les émissions de carbone pour la construction et l'exploitation des bâtiments. Puis, on a une stratégie nationale bas carbone en France qui nous donne un peu les jalons pour avancer vers cet objectif-là. Avec en particulier un jalon 2030 qui consiste grosso modo à dire qu'il faut diviser par 2. Donc c'était ça un peu notre objectif pour le village des athlètes en particulier, c'était de dire est-ce qu'on est capable, pour des projets dont les permis de construire vont être obtenus en 2020, d'atteindre cet objectif-là. Cet objectif-là n'est pas cet objectif tout seul, puisque construire durable, c'est aussi construire utile et donc adapté au changement climatique. Et donc adapté au changement climatique, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire face à des canicules, aux canicules ou au climat de 2050. Une année moyenne en 2050, l'été, c'est grosso modo la canicule de 2003. C'est à peu près le climat de Séville. Des canicules, et ça peut aller très loin, quoi. Ça peut aller avec des canicules d'une vingtaine de jours et des températures extrêmes, y compris la nuit pas du tout fraîche.
Un troisième axe, c'est la matière. On ne peut plus se situer dans une économie où on prend et on jette. Et donc l'économie circulaire, à la fois pour la construction et pour la vie de tous les jours, l'exploitation de ces bâtiments par leurs occupants est indispensable. Et puis enfin, quatrième axe, la biodiversité. Aujourd'hui, le développement des villes, et on n'a pas encore fini de développer des villes à l'échelle du monde, ça s'accompagne à peu près systématiquement d'une érosion de la biodiversité. C'est une cause, parmi d'autres, de l'extinction des espèces, et donc ça ne peut plus durer. Ça veut dire que la ville doit devenir elle-même support de biodiversité, donc ne pas couper les liaisons écologiques et être capable d'accueillir un certain nombre d'espèces, en plus des êtres humains, à l'intérieur de la ville. Alors, d'abord sur la ville bas carbone. Oui, peut-être donc, sur la ville bas carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que faire une ville bas carbone? C'est d'abord faire évoluer les modes constructifs. Comment? En changeant les matériaux. Il faut notamment donner une part plus importante au bois. Et les ouvrages olympiques mobilisent le bois dans le centre aquatique olympique à Saint-Denis, dans le village des athlètes, dans le nouveau hall sur le parc d'exposition du Bourget. On a construit des écoles en bois. Bon. Et donc, de plus en plus, il nous faut utiliser ce matériau parmi d'autres, mais en l'utilisant de plus en plus en substitution du béton pour améliorer le bilan carbone. Le deuxième point, c'est qu'il va rester toujours du béton. En tout cas dans les bâtiments collectifs, en particulier pour des questions de prévention des incendies. Tous les espaces, les volumes avec de la circulation verticale d'air, comme les cages d'escalier, d'ascenseurs, doivent être en béton. Les sous-sols, donc l'infra, les étages de parking, là où on va mettre des véhicules électriques, ça va être aussi en béton. Donc il faut du béton bas carbone. Donc il faut réinventer la façon de faire du béton. Et puis enfin, il faut se poser la question du bon matériau au bon moment. Peut-être renoncer à un certain confort de dire je vais tout faire pareil avec le même matériau, j'aurai ma centrale béton, elle va faire le même matériau du début à la fin de mon chantier et hop, c'est parti. Non, ça c'est fini. Il faut s'interroger sur de quoi j'ai besoin et comment j'équilibre à la fois mon bilan carbone et mes besoins en matière de construction. Et puis le tout avec le moins de matière possible. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire des murs en béton. On peut faire des façades ossature bois avec un revêtement extérieur. On l'a fait pour des immeubles jusqu'à plus de 40 mètres dans le village des athlètes et assuré avec correctement la décennale, sans surprime et tout ça. Et ça a été un travail de fond pour arriver à ce résultat-là. Et sur ce point, comment est-ce que vous faites pour savoir quel est le bilan carbone des matériaux? Est-ce que vous vous fiez finalement aux informations transmises par les producteurs et les industriels? Alors oui, tout à fait. On s'y fie parce que c'est normé et qu'il y a un dispositif de fiches par produit, par matériau, qui nous permet, qui donne la valeur carbone de tel ou tel produit, de tel ou tel matériau. Et donc on est capable de rassembler l'ensemble de ces éléments, de ces fiches, pour construire le bilan carbone d'un bâtiment. Donc les industriels choisis pour les bâtiments des JO, ils sont capables de défendre la performance carbone? Eh bien, c'est ça. En fait, ils doivent, s'ils ne sont pas capables, on leur donne une valeur par défaut, qui est la valeur moyenne qui correspond à leur produit. Lorsque eux-mêmes investissent le sujet et deviennent capables d'avoir une performance carbone qui est meilleure que la valeur moyenne donc, de la Commission européenne, en fait, ils peuvent le faire certifier, le faire justifier. Et donc, par rapport à un maître d'ouvrage ou à un superviseur comme nous, qui allons vérifier la réalité des prescriptions qu'on impose, eh bien, il y a évidemment un avantage compétitif pour des industriels qui sont capables d'afficher, de défendre un impact carbone qui est réduit, donc qui est meilleur que d'autres. On en discutait tout à l'heure et voilà, Saint-Gobain sort une nouvelle gamme de verre 30% ou 40% décarboné. Et dans un projet comme le nôtre, c'est clairement un avantage compétitif. Alors, ce n'est pas tout d'être bas carbone, il faut une bonne isolation au froid, une bonne isolation au chaud, une bonne luminosité. Il faut se poser la question de l'hiver comme de l'été. Vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre-Nicolas. C'est l'objet de votre deuxième ambition sur la construction, Antoine, la sobriété du bâtiment, l'adaptation au changement climatique. Expliquez-nous.
Alors, ouais, voilà, l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas qu'une ambition vague, quelque chose qu'on décrète, ça se mesure. On a, nous, fait le choix, dès le début du projet, de faire modéliser par Météo France le climat de 2050 pour une année en moyenne et pour une année caniculaire. Et sur la base de ces modélisations, on a demandé à tous les constructeurs de modéliser le climat à l'intérieur de leur bâtiment pour l'ensemble de ces simulations et pour chacun et à toutes les étapes du projet. Et en face de ces simulations, on a prescrit des objectifs. Par exemple, dans le village des athlètes, pour les Jeux, on doit avoir pas plus de 26 degrés, ou alors lorsque la température extérieure dépasse 32, au moins 6 degrés d'écart entre la température intérieure et la température extérieure. Pour le climat de 2050, on a demandé pas plus de 28 degrés, enfin de ne pas dépasser 28 degrés, plus de 160 heures par an. Donc c'est des vrais objectifs exigeants, ça change la façon dont on construit. Et puis voilà, tous nos bâtiments sont modélisés en BIM. Et on a utilisé le BIM là, avec Dassault Systèmes pour confirmer les simulations qui avaient été produites par les promoteurs là, sur un étage d'un bâtiment, où on voit que la conception, les matériaux, l'orientation, mais aussi le système de rafraîchissement qu'on a mis en place avec le réseau de froid permettent de tenir les objectifs de Paris 2024 pour les Jeux, sans climatisation individuelle. Pour que tout le monde comprenne bien, en BIM, expliquez-nous. Alors en BIM, c'est en modélisation numérique. Donc c'est une grande maquette en 3D où on peut aller jusqu'à l'écrou, jusqu'à la vis. Et à partir de cette maquette, on peut faire des simulations, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques, pour vérifier tout un tas de choses en construction, en exploitation. Je voudrais revenir sur l'exemple du vitrage. Pierre-Nicolas, vous avez des produits classiques, mais aussi des produits extrêmement performants. Pour croiser le propos d'Antoine, le but, c'est aussi d'amener du conseil au client, de bien l'orienter pour qu'il choisisse le produit le plus adéquat possible par rapport à ses besoins. C'est bien ça ? Effectivement. Sur tous les bâtiments qu'on a fait pour les JO, il y a un cahier des charges en CCTP qui a été défini par des bureaux d'études. Et nous, on va amener le produit qui va répondre le plus justement aux critères de performance qui sont demandés. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Antoine, c'est vrai que pour un même bâtiment, on peut même aller jusqu'à varianter le type de verre qu'on va mettre selon les façades, selon l'exposition des façades. Donc ce n'est pas forcément un produit uniforme pour l'ensemble du bâtiment. On va vraiment affiner dans le détail. J'ai parlé de confort tout à l'heure, mais ce n'est pas un confort naïf, ou c'est vraiment un confort avec la performance derrière, parce qu'on sait que nos produits, une fois qu'ils sont mis en œuvre, c'est de la consommation énergétique en moins, par exemple pour l'aspect isolation du froid, on va moins chauffer chez soi, on va avoir plus d'apport gratuit de chaleur du soleil quand on prend des verres confort d'hiver. C'est moins de consommation électrique pour des systèmes de climatisation, c'est moins de consommation électrique pour des systèmes d'éclairage artificiel. Donc on a vraiment des verres de confort, mais des verres performants qui, une fois qu'ils sont mis en œuvre, délivrent. Et pour ne pas le citer, dans la gamme des verres qu'on appelle de contrôle solaire, donc de confort d'été, qui est une gamme qui va être de plus en plus prégnante, étant donné le réchauffement et les températures qui s'élèvent. On a maintenant des couches, des produits qui arrivent à être hyper performants en termes d'isolation du froid, hyper performants en termes d'isolation du chaud. Donc on arrive à gérer dans une certaine mesure la chaleur à l'intérieur du bâtiment, tout en étant esthétiquement très neutre. Et ça, c'est des compromis qu'on arrivait par le passé pas trop à avoir. C'est-à-dire qu'on était soit hyper performant, mais du coup, le confort n'était pas trop là parce qu'on n'avait plus de lumière. Exemple, on avait des vitrages qui pouvaient être très teintés, très foncés, un peu sur le principe des lunettes de soleil. Mais encore une fois, on ne met pas des fenêtres pour vivre dans l'ombre, en fait. Et on a vraiment des produits dans la gamme qui sont magnifiques, en l'occurrence les Cool-Lite Extreme, qui arrivent à concilier en fait, la performance et les conforts sur tous les tableaux. Et Antoine, la troisième ambition sur la construction, ça a été l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Alors, pour nous, l'économie circulaire, on a vécu ça un peu en 3 temps, en valse. Le premier temps, ça paraît paradoxal, le premier temps pour nous, ça a été la déconstruction, puisque en réalité, on a construit en particulier le village des athlètes en site occupé.
Ça a été pour nous une première occasion, un peu test grandeur nature, de tester nos ambitions environnementales et de mobiliser les filières de recyclage et de réemploi, de leur faire imaginer des choses nouvelles. C'était vraiment très bien parce que ça a permis à tous les acteurs extérieurs de jauger la réalité de notre ambition. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils ont dit? Il faut se remettre dans la situation, c'est le Covid. Il y a même un certain nombre d'anciens occupants qui sont partis un peu plus tard que prévu. On aurait pu se dire, bon, bah, c'est bien, ils vont arriver avec un bulldozer et ils vont regagner le temps qu'ils ont perdu. Non, on a démonté pièce par pièce les bâtiments pour avoir le meilleur taux de réemploi et le meilleur taux de recyclage. On est très fiers de ce qu'on a réussi à faire, avec plus de 800 tonnes de réemploi, avec 96% de la matière qui a été recyclée ou réutilisée sur place. Donc c'est sans compter les terres d'ailleurs. Donc ça a été un moment un peu fondateur. Et pour tout ça, on a mobilisé le transport fluvial et le groupe Saint-Gobain a été notre partenaire, puisque juste à côté du village, il y a le port à Saint-Denis de Point P. Donc ça, c'est le temps de la déconstruction. Vient le temps des Jeux. Alors le temps des Jeux, c'est important. 75% de ce qui est des objets qui sont installés pour les Jeux et qui doivent ensuite être évacués pour la phase d'héritage doivent être réemployés. C'est une prescription qu'on a donnée à l'ensemble des promoteurs. Pour ça, ça veut dire alors il y a des choses assez simples. Hein. S'ils mettent 2 cages d'ascenseur et qu'ils en veulent qu'une en héritage, bon bah d'accord, ils vont sortir l'ascenseur, il sera réemployé. Pour arriver à cet objectif-là, il fallait aussi savoir réemployer les cloisons. Et alors, si on prend l'exemple des anciens villages à Tokyo, ils avaient des cloisons en plâtre et tout ça, et ils prévoyaient de les casser et puis de les jeter en sortie. Dans le village des athlètes à Paris, à Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, il y aura des cloisons démontables et qui intégralement ont été fournies par Placo, la filiale de Saint-Gobain. Alors, qu'est-ce qu'une cloison démontable? De loin, regardez la photo de droite. C'est une cloison tout à fait normale, elle est peinte, elle donne sur une porte. Et donc là, elle sépare en deux le futur salon entre une pièce commune et une chambre d'athlète. Et la photo de gauche, c'est quoi? Parce que là, alors, la photo de gauche, bon, c'est bien réemployable, donc c'est vissé. Donc si on regarde de près, on voit des vis qui sont peintes. Et puis, ce sont autant de modules verticaux qui sont ensuite démontables module par module. Et il fallait bien ça, puisque ça doit sortir par les fenêtres. On ne va pas enlever le toit pour enlever les cloisons. Évidemment. Pour ce qui est de répondre au confort des usagers sans faire de compromis sur votre empreinte carbone, vous avez trouvé une solution, Pierre-Nicolas. Antoine, il nous a donné un petit peu le truc en avant. Vous avez gâché le suspense, Antoine. Vous en avez parlé tout à l'heure. On voulait le montrer comme ça. C'est pas grave. Faites-le comme si c'était la première fois qu'on l'entendait. On n'a rien entendu tout à l'heure. En l'occurrence, c'est pas moi qui ai trouvé la solution. C'est Saint-Gobain Glace, Saint-Gobain Recherche, Saint-Gobain Industrie. Effectivement, c'est le verre bas carbone, donc le verre Oraé, qui est sorti en 2022, qui est une première mondiale et vraiment remarquable, puisque en fait, les émissions en France par rapport à un verre standard sont 30%, émissions de CO2 sont 30% inférieures. C'est pas 5%, c'est pas 10%, enfin c'est 30%. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc on est très fiers de ça. Alors on n'a pas pu, en termes de timing, le produit est sorti peut-être un peu trop tard par rapport à la conception des bâtiments pour les JO, mais on a fait nos premiers bâtiments en 2023 avec le verre Oraé, donc le verre bas carbone de Saint-Gobain, avec à peu près 22 000 m² de verre Oraé qui ont été faits jusqu'à présent. Par exemple, pour l'extension du centre de recherche de Saint-Gobain à Aubervilliers, des meubles de bureau dans Paris. Donc c'est un produit qui commence à prendre et ça fait complètement sens avec notre stratégie de décarbonation du bâtiment. Et pour faire du verre bas carbone, vous avez besoin de calcin. Oui. Alors le calcin, c'est en fait le verre recyclé. En fait, c'est les chutes de verre, le verre qu'on va concasser, qu'on va pouvoir réutiliser et réemployer, remettre dans les fours pour refaire du nouveau verre. Pour faire du bas carbone, il faut du calcin. Et à titre illustratif, si vous mettez 1 tonne de calcin, de verre recyclé, dans un four, ça permet d'économiser 700 kg d'émissions de CO2 et 1 tonne de consommation de matières premières de sable.
Donc l'impact, il est juste énorme. Plus on met de calcin, moins on va devoir chauffer en température haute le four, et moins on va générer du CO2 parce que le verre aura déjà émis son petit quota de CO2 au moment où le sable s'est transformé en verre. Donc c'est hyper vertueux. Plus on va mettre de calcin dans les fours, mieux c'est. Et Saint-Gobain aussi est le premier à avoir fait une première production carbone avec 100% de calcin. C'était l'année dernière. Et là aussi, on a une longueur d'avance et c'est vraiment complètement en ligne avec notre stratégie. Parce que ce qu'il faut dire, et ce qui est un chiffre d'ailleurs absolument ahurissant, c'est que 95% des vitrages en fin de vie ne sont pas recyclés aujourd'hui. Ouais, c'est assez choquant quand on s'en rend compte. Donc demain, vous faites des travaux de rénovation chez vous, il y a 9 chances sur 10, plus de 9 chances sur 10 que le menuisier qui va venir et qui va remplacer les fenêtres, il prenne ces fenêtres, il les ramène chez lui, il les met éventuellement dans sa benne de DIB, donc de produits non recyclés. Au mieux, les profilés, donc ce qui fait la structure de la fenêtre, que ce soit en bois, en alu ou en PVC, vont être recyclés. Le verre, dans 95% des cas, il est enfoui. C'est juste un gâchis gigantesque. Et il est là le gisement en fait pour faire du bas carbone. Donc en fait, quand on est un particulier, si moi je change mes fenêtres demain, je vous appelle, vous venez, comment ça se passe? Oui, alors vous n'allez pas m'appeler directement. On va vous rediriger vers un de nos partenaires qui pourra vous fournir les produits. Mais l'idée est vraiment là, et c'est là où on a tous un rôle à jouer en fait en tant que citoyen, on peut dire, par rapport à ces enjeux-là. C'est qu'il faut aussi qu'on aide les acteurs du bâtiment à changer peut-être parfois leurs habitudes, et concrètement à votre menuisier de lui dire ok, je veux, parce que j'ai entendu parler de confort acoustique, de confort thermique, je ne veux pas mettre de clim chez moi, et en plus je veux du bas carbone, qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est là qu'on a tous un rôle à jouer. Et les choses changent, hein, notamment grâce à votre réseau Saint-Gobain Recycling. Exactement. En fait, pour maximiser la récupération du calcin, Saint-Gobain a lancé ce réseau, Saint-Gobain Glass Recycling, qui est le réseau engagé pour le recyclage du verre en boucle fermée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de maximiser l'utilisation de calcin dans les fours. Et pour ça, il faut qu'on capte beaucoup mieux ces 95% de verre en fin de vie qui sont, pour le moment, ou en tout cas dans une certaine mesure, pas exploités. Pour prendre l'exemple de Saint-Gobain Vitrage de Bâtiment à Strasbourg, donc sur mon établissement, depuis avril, on propose à nos clients, par exemple menuisiers, sur les agrès sur lesquels on leur livre les nouveaux vitrages, dans le cadre d'une rénovation, de nous mettre sur ces agrès-là les anciennes menuiseries. Nous, on les récupère, on les ramène sur notre site. On les transfère ensuite à notre partenaire Glass Recycling qui est à proximité de Strasbourg. Et lui, avec ses équipes, va être en charge de démanteler la fenêtre pour aller envoyer le bois, le PVC, l'alu en revalorisation. Et le vitrage, de le casser comme il faut, de garantir la qualité de non-mélange, on va dire, pour garder une première qualité sur le calcin. Et ensuite, est connecté directement avec nos fours. Donc en France, à Saint-Gobain, on a 3 fours, 3 flottes. Donc là, mon site de Strasbourg, il est connecté avec le four d'Aniche dans le nord de la France. Et ça marche super bien tout ça. Ça marche super bien. On a lancé ce service-là on propose à nos clients, on l'a lancé en avril. Ouais. Donc là, on est en janvier, on a récupéré plus de 1500 fenêtres. Donc c'est 1500 fenêtres où le vitrage, on l'a récupéré et où, alors il n'est peut-être pas encore passé dans les fours, mais incessamment sous peu, il va permettre de faire du bas carbone. Donc ça marche, ça fait sens, c'est en lien avec notre stratégie et ça parle au client final parce que ça répond aux enjeux en fait, actuels. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette démarche, elle est doublement durable. Oui, alors ça c'est un petit peu la marque du réseau Saint-Gobain Glass Recycling. Ce sont souvent en fait les acteurs qui démantèlent en fait, qui savent retraiter le verre comme il faut, qui sont des entreprises adaptées ou en insertion par le travail. Et donc là on gagne sur les deux tableaux. Enfin, c'est à la fois sur le côté développement durable, environnement, mais il y a une facette sociale qui n'est pas négligeable et c'est génial. C'est dommage que le verre bas carbone n'ait pas été utilisé pour le village des athlètes, c'est vrai? Effectivement. C'est triste. Il aurait fallu décaler les JO de 2 ans, peut-être, Antoine. Mais je crois que la France est candidate pour les JO d'hiver 2030. Oui. 2030, c'est dans 6 ans. On peut imaginer que dans 6 ans, le bas carbone, ça sera peut-être devenu le standard du marché et qu'on sera à cet horizon-là sur de l'ultra bas carbone avec plus que 30% d'émissions de CO2 en moins. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter. J'entends ouais dans le public, ouais. C'est quelqu'un qui s'est motivé, je ne sais pas. Un dernier mot, Pierre-Nicolas, sur l'importance peut-être du travail en équipe, parce que je crois que ça vous est cher. Effectivement,
ce projet des Jeux Olympiques a pu mettre un peu en avant les forces de notre réseau et on est super fiers des réalisations qu'on a pu faire. Je crois vraiment dans le sens du travail. Quand on explique à quelqu'un ce qu'il fait et comment la tâche qu'il fait à son poste contribue à un tout magnifique, en fait, l'attention qu'on porte au travail est décuplée. Concrètement, quand on dit à un coupeur, le verre que tu es en train de couper, il va finir dans tel bâtiment, pour tel client, et ce que tu es en train de couper, le confort que tu vas générer vis-à-vis du client final, c'est ça. On dit la même chose à la personne sur la ligne de double vitrage, la personne qui prépare les commandes et le chauffeur qui va livrer. En fait, on crée du sens. Et quand on va montrer les photos de chantier à nos collaborateurs sur site, je parle par exemple pour Strasbourg, et en fait, voilà, ils voient qu'ils contribuent à un tout qui est juste magnifique. Quand on voit une fenêtre qui est en plus performante, etc., c'est top. Quand on fait ça pour des ouvrages à destination des Jeux Olympiques, c'est la même chose, mais en puissance 1000. Parce que les collaborateurs sont super fiers de voir leurs ouvrages qui vont finir dans des bâtiments comme ça. Petite anecdote, Pascal, qui est un de nos collaborateurs dans la travée liée au façonnage et au thermoformage, j'échange avec lui, il est parti en retraite en juillet, il me dit, tu vois Pierre-Nicolas, je finis sur le chantier le plus waouh, le plus emblématique de ma carrière, j'aurais jamais pensé, parce que les vitrages que j'ai fait un à un là, en fait ils sont montés en haut de cette tour, et à chaque fois que je partirai en vacances, je prendrai la 86, et je verrai mon œuvre qui restera après les JO de manière pérenne. Et voilà, on crée de la fierté, il me disait ça un peu les larmes aux yeux, et c'est juste génial, parce que il y a du sens dans ce qu'on fait, et ça a de la valeur. Et peut-être un autre aspect par rapport à ce que vous évoquiez, ça a été aussi l'occasion pour nous de faire travailler le réseau ensemble, différents sites de Saint-Gobain Vitrage Bâtiment. Par exemple, pour cette tour, c'est 4 sites différents d'Orléans, de Gennevilliers, de Lille et de Strasbourg qui ont travaillé ensemble. Ça, on en est très fiers. Et la dernière chose, peut-être, c'est que ça fait aussi hyper sens, c'est vraiment cohérent. On a Saint-Gobain qui fabrique du verre en France. On a Saint-Gobain qui transforme du verre en France par le réseau Saint-Gobain Vitrage Bâtiment. On a Saint-Gobain qui va livrer des vitrages et qui vont être mis en œuvre par ses clients, par nos clients, pour les Jeux Olympiques en France. Donc c'est super cohérent. Moi, j'aime beaucoup votre expression, on crée de la fierté. Et vous n'êtes pas seul, vous aussi, Antoine Duswitch, avec tous les projets de la Solidéo. Effectivement, tous les deux, vous créez, et vos équipes, vous créez de la fierté. Je crois qu'il est temps de se tourner vers le public et pour prendre éventuellement les questions, s'il y en a. Il y a aussi des questions qui sont possibles sur l'application Wizambly. Si vous en avez, c'est en levant la main qu'on vous apportera un micro. Voilà, les hôtesses sont là. N'hésitez pas, on est entre nous, vraiment. L'idée, c'est d'avoir un échange sympathique. Sinon, il y a des questions peut-être sur Wizambly. J'attends qu'on me le dise, peut-être à l'oreillette. Oui, une question. Alors, une première question est en effet sur Wizambly. Les ouvrages effectués pour les JO pourront-ils être réutilisés ailleurs ? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à la question. Dans certains cas, il y a des ouvrages qui sont temporaires. Et alors ça, ce n'est pas la responsabilité de la Solidéo, mais directement du comité d'organisation, là, sous la présidence de Tony Estanguet. Et juste à côté d'ici, il y a la piscine olympique qui sera en fait réalisée de façon temporaire dans l'aréna La Défense. Et les bassins de cette piscine vont être récupérés pour être installés dans des piscines pérennes en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est effectivement un exemple. Après, nous, on a l'ambition de diffuser les techniques, les méthodes qui auront été utilisées pour réaliser les ouvrages olympiques de façon à ce que ça permette à l'ensemble de la filière de faire un pas en avant. Et pour faire tout ce qu'on a fait, on a eu une stratégie d'innovation, on a créé un fonds d'innovation, on a accompagné des maîtres d'ouvrage pour innover. Et tout ce travail-là d'innovation, on va le restituer, on va même construire une plateforme Internet, enfin un site Internet, où on pourra consulter l'ensemble de ces données. Pierre-Nicolas, comment le verre Oraé prend commercialement parlant ? Est-ce que ça fonctionne bien financièrement ? Financièrement, non. En fait, c'est un produit qui... Alors, on est avant-gardiste, on est le premier flottier mondial à avoir ce produit-là. Donc, il y a un peu un temps de... Même si les enjeux sont connus, mais un peu d'éducation du marché. Donc voilà, les équipes sont sur le pont pour pousser un maximum ce produit.
Bah oui, ça marche parce qu'on fait 22 000 m² la première année de chantier. Il faut pour le moment peut-être avoir des gens qui sont convaincus et qui sont prêts à financer le surcoût associé au produit, mais de plus en plus ça va devenir juste un standard. Donc ça débute fort, mais il y a un boulevard devant nous. On est juste en avance de phase vis-à-vis de nos concurrents. Donc ça c'est top. Est-ce qu'il y a une question éventuellement dans la salle? Oui, madame? Merci. Merci. Bonjour, déjà merci beaucoup. J'avais 2 questions. La première, c'était par rapport au verre bas carbone. Quel pourcentage de la production y représentait aujourd'hui? Et est-ce que vous aviez des objectifs sur les décennies à venir? Alors, je ne saurais pas vous dire la proportion de bas carbone qu'on fait pour le moment. Ça reste encore petit en termes de représentativité sur l'ensemble de nos gammes. Même, tout bêtement, pour commencer à faire du bas carbone, il faut avoir du calcin. Et donc, il faut aller chercher le calcin. D'où la filière recycling qu'on a lancée. On a besoin de calcin. Et à l'heure actuelle, on n'est pas encore les 95% de verres en fin de vie que j'ai évoqué tout à l'heure. On n'est pas encore câblé, toute la filière n'est pas encore câblée pour tous les récupérer. Donc il y a même une contrainte de ce point de vue-là. Et votre deuxième partie de question, pardon? En ce qui concerne du coup les objectifs de ce pourcentage dans la Ouais, production. alors du coup, c'est pas la décennie, c'est à l'année. Ils sont importants. Alors je ne les ai pas en tête au niveau français pour 2024. Mais si c'est 22 000 m² pour 2023, on est au moins sur du x4 l'année prochaine. Donc ça va monter très vite en fait. Mais ce qui est top, c'est qu'on a la contrainte de devoir trouver du calcin derrière. Donc en fait, on pense un peu le système en même temps. Et du coup, c'est la force aussi d'avoir un réseau vitrage bâtiment qui a une vingtaine de sites en France. C'est que on peut, par capillarité, se rapprocher des entreprises du bâtiment qui déposent les menuiseries et du coup les récupérer par ce canal-là. Mais là, on connecte en fait le réseau avec les fours et c'est vertueux. Mais il y a une stratégie nationale qui va être mise en place aussi pour la récupération de calcin? L'État monte une filière par différents organismes, d'éco-organismes qui ont pour responsabilité justement de structurer la filière. Et Saint-Gobain, par notamment ce réseau recycling, est un peu avant-gardiste pour aider à cette structuration. Antoine, vous vouliez intervenir? Oui, ce type d'initiative, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement en avance sur la réglementation, puisque aujourd'hui, même avec la réglementation environnementale, la RE 2020, on obtient à peu près son permis sans faire tout ça. Mais elle est construite, la réglementation, par paliers successifs, et en particulier, dès 2028, on ne pourra pas simplement construire un immeuble sans se poser de questions comme on le faisait avant. Et donc, il va falloir trouver des leviers de performance carbone, que ce soit sur les vitrages ou sur la structure, etc. Et donc, à ce moment-là, à cet horizon et finalement assez proche, il va y avoir une massification de ce type d'innovation. Donc c'est clairement travailler en avance pour trouver des produits et des gammes de solutions qui vont ensuite devenir mainstream à relativement brève échéance. Alors on a une autre question sur Weasemly. Est-ce qu'en France, des prestataires enlèvent les fenêtres existantes pour changer en atelier le double vitrage fatigué en double vitrage performant d'aujourd'hui, ensuite réinstaller les fenêtres? Maintien huisserie, esthétique globale immeuble, moins de déchets. Oui, alors c'est pas nouveau, c'est ce qu'on appelle le vitrage de rénovation. Après, souvent, dans ces catégories-là, on est sur des menuiseries un petit peu anciennes et du coup, les profilés ne sont pas forcément performants. Donc c'est un peu dommage que on va dire, mettre un super beau vitrage hyper performant et en même temps de pas en profiter pour rénover le châssis complet. C'est comme si on mettait un moteur de 2 chevaux sur une Ferrari. Il y a une notion de cohérence, notamment dans l'ancien, il y a pour parler technique, un peu des feuillures qui sont réduites, donc vous allez devoir mettre en place des doubles vitrages qui sont plus fins et donc moins performants en termes d'isolation thermique. Donc il faut penser un peu le tout. Après, si c'est des menuiseries qui datent d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, oui, du PVC, c'est très facile. On peut même, si vous êtes un peu bricoleur, vous déparclosez les vitrages, vous les remplacez sans trop de problèmes. Ça dépend un petit peu de la configuration du chantier. On a une autre question dans le public. Je crois. Pas de questions dans le public? Alors une question sur Weasemly. La filière recyclage de Saint-Gobain Glace est-elle utilisée dans le cadre des chantiers olympiques?
Alors pour le moment, non. Ça serait mauvais signe. Ça voudrait dire que les bâtiments sont pas bons. Il faudrait démonter les fenêtres et du coup faire quelque chose du verre. Mais j'imagine, alors je ne sais pas quelle est la durée de vie des bâtiments que vous avez pensé, par exemple, sur le village des athlètes, mais c'est peut-être dans 40, 50, même encore plus. Sauf si on sort des verres disruptifs. Et d'ici là, où il faudra changer plus vite. Mais non, pour les chantiers olympiques, dans le cadre des constructions neuves, on n'a pas utilisé ce réseau Glass Recycling. Et on ne va pas enlever de verre entre la phase jeu et la phase héritage, on ne va pas enlever de verre. Effectivement, par rapport aux cloisons, et ça a été modélisé par les bureaux d'études. Quand vous disiez il faut penser le bâtiment pour faire le logement des athlètes, puis éventuellement du bureau, avec des usages qui sont complètement différents, la définition du cahier des charges pour les vitrages a aussi suivi cette logique-là. Mais les verres restent. Alors, on me dit qu'il y a une dernière question. Pour le moment, je ne la vois pas s'afficher. Est-ce qu'on va la voir ou sinon on me la donne à l'oreille et je vous la livre? Ah voilà, quels principaux atouts ou innovations technologiques sont utilisés dans les vitrages Saint-Gobain utilisés dans les chantiers de Paris 2024? Solution avant le lancement d'Orae. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur le village des athlètes, donc on a fait 6 bâtiments, les types de verres utilisés ne sont pas forcément les mêmes d'un bâtiment à l'autre. Donc on en a où l'exigence était vraiment plutôt sur le confort d'été. Donc là, en l'occurrence, on a plutôt utilisé notre nouveau produit, l'éclat Sun. Sur d'autres, on était plutôt sur l'isolation thermique et on veut maximiser à fond la lumière dans le bâtiment. Et là, on était sur de l'éclat Zen. Donc, ce sont des innovations qu'on a pu mettre en œuvre sur les chantiers. On a utilisé des verres aussi de contrôle solaire, notamment pour les piscines, parce qu'on a des très grandes surfaces vitrées. Donc là, il faut arriver à s'isoler du chaud avec des gammes de Cool Light Extreme 70-33. L'Arena Porte de la Chapelle à Paris. Alors, à ma connaissance, je crois qu'on n'a pas contribué nous directement, mais voilà. En fait, ce qu'il faut un peu retenir, c'est que le vitrage, il y a une infinité de possibilités qui peuvent se combiner, en fait. Et chaque bâtiment, en fait, a un enjeu de confort particulier. Et on va piocher dans la gamme des vitrages pour aller chercher ce qu'il faut et répondre. Et d'ailleurs, les vitres arrivent assez à la fin et d'une certaine façon permettent de rattraper le coup là où il y a des points faibles. Oui. Et c'est vrai qu'un appartement qui est au 9e étage, très bien éclairé, avec des façades sud, on va moins se poser la question de comment on le chauffe parce qu'il va naturellement être performant compte tenu de ses caractéristiques. Par contre, il va avoir des problématiques de confort d'été importantes et donc c'est effectivement extrêmement intéressant de savoir utiliser les verres en fonction des propriétés qu'ils ont et des qualités qu'ils apportent au logement. C'est vrai que le vitrage arrive souvent en fin de chantier et ça a été une des contraintes du coup pour les JO, c'est avec des cadencements assez serrés, on recevait des commandes avec des enjeux aussi de logistique particuliers à accéder au village des athlètes, des livraisons de nuit, des livraisons en camion réduits en mètres de plancher. Donc fallait jongler avec les contraintes parce qu'on arrive à la fin et quand le bâtiment doit être livré, il faut que notre client puisse mettre en œuvre dans les délais les produits. Là encore, donc le travail d'équipe et de complémentarité. Merci à tous de votre participation. Pierre, Nicolas et Antoine, merci de vos propos. Je vous souhaite une très bonne continuation dans tous ces beaux projets. Merci.